Bonjour, je suis Nelly Jimenez, la créatrice du podcast Le pouvoir au féminin. Avec cet épisode, nous clôturons le cycle de table ronde de cette année, organisé avec notre partenaire Comet, qui organise des boards de femmes pour créer plus de réciprocité entre les femmes et accompagner leur carrière. Également, nous l'avons organisé chez Morning, un espace de coworking qui est avec de magnifiques salles. Puisque cet enregistrement est live, il y aura donc des questions, des applaudissements et des remarques enfin. Vous êtes toujours les bienvenus dans tous les enregistrements live. Je vous invite à vous abonner à la newsletter pour avoir les dates et les informations. Alors cette dernière table ronde, nous l'avons organisée autour de la mixité et comment est-ce qu'elle change les codes de nos instances dirigeantes. Avec la loi Rixain et surtout la loi Copé-Zimmermann, nous commençons à avoir un peu de recul sur la présence de femmes dans les instances de décision. J'ai envie de dire tant mieux. Et du coup, avec nos invités, nous avons eu envie de voir comment est-ce que on voit déjà bouger les choses avec cette présence de femmes au sein de ces comités. Alors, autour de la table, nous avions Aude Marcheteau, cofondatrice de Teddy Bear, Sébastien Garcin, président de Wiser et cofondateur de Men at Work, et Joachim Beauvillain, directeur talent chez EDF. C'était un plaisir de les recevoir. Les échanges, vous allez le voir, sont très riches et je vous invite à bien l'écouter jusqu'au bout pour avoir toutes les questions. Je vous souhaite une très belle écoute. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir, pour moi, c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi, c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois, c'est de ne pas exercer de pouvoir, mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonsoir, moi je suis Célia Sangère, je suis une des cofondatrices de Comet. On a un certain nombre de membres Comet dans la salle, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Comet c'est un réseau professionnel pour les femmes leaders et un programme de développement du leadership qu'on a co-créé avec Patricia, qui est là aussi ce soir, Patricia Udekwe. Nous, on a à cœur d'accompagner les femmes qui sont sur des postes de leadership, donc des postes de management, de direction, pour qu'elles ne se sentent plus isolées, chacune dans leur fonction de leader. Et on a un concept un peu particulier de board personnel, board of advisors personnel, qui est vraiment fondé sur l'entraide entre pairs, voilà, pour apprendre entre pairs, échanger des bonnes pratiques, se conseiller, se challenger les unes les autres, gagner du temps, éviter des erreurs, et basé sur une valeur forte de réciprocité. Chacune vient pour se développer, se nourrir, s'inspirer, mais aussi pour aider les autres à avancer. Et c'est ce qui fait toute la force du collectif et de l'intelligence collective. On accompagne aujourd'hui 400 femmes dans plein d'entreprises différentes. Ça va des startups, scale-up, des grands groupes, des belles PME. Voilà, on est volontairement un réseau transverse avec une diversité des profils et des secteurs d'activité représentés. On est ravis ce soir d'être hébergés chez Morning. Morning qui est notre partenaire sur cette série d'événements, les espaces de coworking Morning. Et là, on est chez Morning Amsterdam. Et en partenariat avec le podcast Le pouvoir au féminin, que je laisse Nelly introduire et introduire aussi les membres de notre panel. Merci et bonne soirée. Merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Moi je suis Nelly Jimenez, la créatrice du podcast Le pouvoir au féminin. C'est un podcast que j'ai créé il y a 2 ans parce qu'il aura fallu 10 ans dans ma profession d'accompagner les entreprises dans leur transformation pour travailler avec des femmes en fait. J'ai eu l'opportunité, la chance, je pense qu'il y en avait plus, d'accompagner des directrices générales. Et je me suis dit que c'était pas pareil, qu'elles n'étaient pas nommées pour les mêmes raisons, qu'on les attendait pas sur les mêmes choses, qu'elles n'avaient pas le même rapport aux équipes. Et du coup, j'ai envie de creuser et de leur demander finalement comment est-ce qu'elles voient leur poste de direction. Comment est-ce qu'elles se sont projetées dans leur poste? Pourquoi elles sont allées vers ce poste-là? Qu'est-ce qui leur a plu? Quelle est leur vision du leadership? Ça fait maintenant 5 épisodes et je me rends compte que y a pas une femme qui dit la même chose. Donc en fait, tous les épisodes sont différents, ce qui veut bien dire qu'il n'y a pas un leadership au féminin. Il y a autant de leaders qu'il y a d'hommes ou de femmes. Et malgré tout, dans cette même année, j'ai eu l'occasion d'animer un comité de direction à parité et j'ai retrouvé exactement les mêmes biais que dans un comité de direction à majorité masculine. 75% du temps de parole occupé par les hommes, des hommes qui se défendent leurs idées entre eux, des femmes qui sont chacune dans leur coin à parler. Et je me suis dit finalement, la parité, c'est pas exactement l'égalité. Je pensais, mais non. Et donc, dans cette continuité, en plus du podcast Le pouvoir féminin, aujourd'hui, j'ai créé Egalide pour accompagner justement l'égalité au cœur du leadership. Je donne des formations, mais aussi organiser des conférences au travers du podcast et puis les tables rondes avec Comet maintenant depuis le début de l'année, parce qu'on partage les mêmes valeurs sur la réciprocité, mais surtout sur le fait d'accompagner et de changer les codes. Et donc, ce soir, j'ai le plaisir
d'accueillir nos 3 invités pour voir comment la mixité bouscule les instances de direction. Aude Marcheteau du Colombier, donc cofondatrice de Teddy Bear, investisseuse, membre de différents CA. Vous avez aussi été directrice marketing dans différents groupes, comme Google et 20th Century Fox, et un passage chez McKinsey et Unilever. Joachim Bovilin, directeur du pôle talent chez EDF, en charge de l'évolution de la mixité au sein des instances dirigeantes. Bonsoir. Et Sébastien Garcin, cofondateur de Wiser et du collectif Men at Work, qui propose une méthodologie et des formations pour mobiliser les hommes en non-mixité sur le sujet de l'égalité en entreprise. Merci à tous les 3. Pour commencer, Aude, quelle est votre vision du pouvoir ? Déjà, merci Nelly, Comet, de nous accueillir. Pour moi, le pouvoir, je le vois vraiment comme un moyen et certainement pas comme une fin. En tout cas, c'est la manière dont j'ai toujours essayé de le concevoir à chaque fois que j'ai eu l'occasion de prendre plus de responsabilités. Et la manière dont je le vois, c'est un levier pour faire avancer un projet économique, social. Ça peut être aussi un projet politique, vertueux, mais qui est expliqué et partagé. Et je pense que le grand intérêt du pouvoir, c'est que ça donne le pouvoir de prendre, ça donne les moyens de prendre des décisions et donc de faire avancer réellement les choses. Mais son corollaire, qui est à mon sens extrêmement important, c'est la responsabilité. On se doit d'être conscient du fait qu'on a du pouvoir et de la manière dont on l'emploie. Et ce qui va de pair aussi, pour moi, avec le pouvoir, du coup, c'est le devoir d'exemplarité. Merci. Du coup, Joachim, une question. Votre vision du pouvoir ? Moi, je vais aller dans le sens d'Aude. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du film Spider-Man, mais effectivement, il dit à un moment « grand pouvoir, grande responsabilité ». C'est pareil, en fait, effectivement. Il y a une grande responsabilité dans le pouvoir. Et pour moi, l'exercice du pouvoir, c'est d'abord un exercice partagé. Le pouvoir, ça se partage, en fait. C'est-à-dire, c'est la délégation. Je pense que quand on est en responsabilité dans une entreprise, le meilleur moyen d'avancer, c'est justement de partager. Et puis après, moi, je le vois toujours, mais ça, c'est mon prisme personnel de construction, c'est que moi, je suis plutôt un développeur. Donc, je vais avoir plutôt le sens du pouvoir, mais pour changer les choses. Voilà. Donc, c'est ma vision du pouvoir. Moi, je pense que le pouvoir chez les hommes, c'est comme le corps. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'on en a un. Parce que rien ni personne ne nous ramène jamais à notre corps. Et je pense que rien ni personne ne nous ramène au pouvoir intrinsèque qu'on a en naissant homme. Et que l'une des prises de conscience importantes qu'on peut avoir en tant qu'homme en s'ouvrant au sujet du féminisme, c'est de se rendre compte que sans le vouloir, sans rien faire pour, on a du pouvoir. Et là, après, ça peut poser la question de ce qu'on en fait, mais on n'a pas le temps d'en parler là maintenant. On en parlera un peu plus tard, promis. Du coup, belle introduction. J'ai trois visions différentes. On a la loi Copé-Zimmermann, je crois que c'était 2018, qui fait qu'il y ait 40% de femmes dans les conseils d'administration pour les entreprises de plus de 1000 salariés, je crois. Aujourd'hui, on est à 48, si je me trompe pas. Et avec la loi Rexin qui va demander à minima 30% de femmes dans les comités de direction en mars 2026, les entreprises se sont un peu activées. Donc, il y a de plus en plus de femmes dans les comités de direction. Ce qui fait qu'on a un tout petit peu de recul, pas autant qu'on en aura, j'espère, en 2029 quand il y en aura 40%. Pour l'instant, on est là. Et du coup, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer à voir comment cette première mixité commence à bousculer les codes des comités de direction. Et donc, Aude, je vais vous poser la première question, je poserai la deuxième après. Moi, j'aimerais connaître votre vision de la mixité en conseil d'administration, puisque vous faites partie de plusieurs conseils d'administration aujourd'hui, et comment la présence de plus de femmes ou de plus d'hommes, d'ailleurs, selon dans lesquels vous êtes, font bouger les lignes ou pas, et comment vous évaluez ça ? Ouais, alors je vais effectivement démarrer par deux boards. J'ai en tête deux exemples de boards dans lesquels je suis. Ce sont deux grosses start-up qui ont toutes les deux le même type de cible des consommatrices, femmes 25-49 ans. Et il y a une des start-up, c'est un site de produits d'hygiène et de beauté écolo. L'autre boîte, c'est une boîte qui fait des accessoires de mode. Ce qui est hyper intéressant, c'est que dans cette start-up de produits d'hygiène et d'entretien, il y a plusieurs fonds au capital, représentés tous par des hommes. Les fondateurs sont deux hommes. On m'a approché pour deux raisons. D'une part, pour mes compétences, parce que avec Teddy Bear, on avait réussi à créer une marque sur Internet, développer de nouveaux usages, mais aussi parce que j'étais susceptible
d'apporter un œil nouveau et d'avoir l'œil un peu de la cible. J'ai trouvé la démarche hyper intéressante et intelligente de se dire on n'est que des hommes. Le cœur de cible à qui on a envie de proposer ces produits, ça n'est pas exactement nous, donc on va faire venir quelqu'un d'autre. Dans la boîte d'accessoires de mode, là, c'est une situation qui est exactement l'inverse. Plusieurs fondatrices, 2 représentantes des investisseurs. Je suis là aussi la seule board member indépendant, mais il y a aussi à mes côtés un seul homme. Et donc qui lui est en minorité. Et je trouve c'est intéressant parce que c'est suffisamment rare pour être évoqué. Le regard que je porte sur ces 2 boards, en plus je les vis vraiment en parallèle, c'est 2 boards qui fonctionnent très bien, qui prennent des décisions, qui ont vraiment à cœur de faire ce qu'il y a de mieux pour l'entreprise et aussi d'accompagner au mieux les fondateurs. Mais dans le deuxième, où il y a davantage de femmes, je trouve qu'il y a un mode de fonctionnement qui est plus collégial, qui est plus pragmatique. Les décisions, souvent, se prennent de façon plus rapide. C'est pas hyper politically correct de dire ça, mais il y a moins d'ego, en fait. Quelquefois, dans le premier board, autour de la table, comme en plus il y a plusieurs fonds, c'est un petit peu une approche où chacun veut à tout prix intervenir et montrer sa valeur, même si, in fine, toutes les décisions qui sont prises sont faites pour le bien de la boîte et des fondateurs, mais quelquefois c'est plus long. Voilà ma première expérience. Et deuxième expérience rapidement, plus en dehors des boards, mais dans les entreprises dans lesquelles j'ai pu être. J'ai été dans des boîtes très différentes. Mais finalement, les entreprises dans lesquelles j'ai été le plus heureuse, c'est des boîtes dans lesquelles il y avait au cœur des valeurs dès le départ, non seulement des valeurs de mixité, mais plus largement de diversité. Ces 2 entreprises, c'est Unilever et Google. En grande partie, la raison pour laquelle je les ai choisies plutôt que d'autres entreprises. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est là encore le fait d'avoir cette diversité, cette ouverture dès le process de recrutement. Ça avait un impact très important sur la manière ensuite dont les équipes fonctionnaient. Un mode de décision plus collégial, plus ouverte. Il y a plus de challenge. On accepte mieux les différences de point de vue. L'idée, c'est vraiment de s'enrichir des différences. Et pour autant, c'est pas du tout des entreprises qui sont moins efficaces, mais il y a plus de créativité, plus d'innovation, ce qui est normal parce que s'il y a plus de gens différents autour de la table, il y a plus d'idées un peu hors normes qui sont susceptibles d'apparaître. Merci. Du coup, on voit un peu comment c'est vécu. Moi, ce que j'aimerais savoir, Sébastien, du coup, juste d'abord au sein de l'entreprise que vous avez fondée, donc Wiser, quelle place a pris l'égalité et pourquoi est-ce que mettre l'égalité au cœur de l'entreprise a fait bouger les choses? Alors, en fait, c'est parti d'un truc un peu naïf. Quand on monte une start-up, c'est un ascenseur social sous stéroïdes. C'est-à-dire que les gens qui y participent, et surtout les gens qui participent aux premiers mois, aux premières années de la start-up, qu'elles réussissent ou pas, ils vont profiter d'une accélération formidable en termes de patrimoine intellectuel, d'acquisition de connaissances, de visibilité sur le marché, etc. Pour un simple souhait de justice sociale, je trouvais injuste que cet ascenseur social ne profite qu'à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin, parce qu'ils viennent de catégories qui sont par ailleurs très favorisées. Là où il y a un système qui favorise en fait cet entre-soi. C'est-à-dire que pourquoi il y a tant de boîtes qui sont fondées par des mecs et qui lèvent des fonds parce que c'est des mecs, c'est pas des mecs qui se sont mis dans un coin en se disant on va faire un truc, on va chasser les femmes. C'est un système qui conduit à ça. Déjà, pour fonder une start-up, il faut avoir des filets de sécurité sociaux, faut avoir du chômage, faut avoir accès à un logement où on va pas se faire virer, faut avoir peut-être une famille qui peut filer un coup de main. Quand on interroge des fondateurs de start-up, il y en a plein qui ont fondé leur start-up alors qu'ils vivaient dans l'appartement de la grand-mère ou un truc comme ça. Donc c'est déjà ça élimine une très grosse partie de la population. Et puis après, on va recruter ses premiers associés, etc. Il faut que ce soit des gens qui vont accepter de venir travailler pour un salaire assez ridicule généralement, dans l'attente de gains ultérieurs. Et on va recruter des gens proches de qui on est, en qui on a confiance, etc. Et les mecs, ça navigue beaucoup entre eux. Et donc, ils vont choisir leurs potes. Plus quand c'est dans la tech est un univers très masculin, etc. Donc, ça crée un peu, de façon un peu naturelle, ce système qui est au final un système d'accaparement. Puisqu'au final, il y a 89% des fonds levés en série A sur la place parisienne qui sont levés par des boîtes fondées par des mecs. Donc ça s'appelle de l'accaparement. Mais c'est pas un projet politique, c'est la conséquence d'un système. Moi, avec mon associé, on se dit que on avait deux choses. Un, lui et moi,
on n'aime pas bosser dans des ambiances de mecs. C'est un truc de base, le club, le boys club, ça nous gave, quoi. Donc ce système d'ego, de compète permanente qui est une réalité, on n'avait pas envie d'être là-dedans. Et ensuite, on voulait prouver qu'il était possible. Enfin, c'était un truc un peu de fier à bras. On voulait prouver qu'il était possible de faire une start-up de tech à égalité. C'est vraiment parti de là. Donc ça, c'est fait. On a coché, on y est arrivé. On a essayé plein de trucs pour y arriver. Et on a pu démontrer que quand on veut recruter une femme sur un poste, il suffit de le décider. Quand on veut l'égalité des salaires, il suffit d'y réfléchir puis de le décider. Alors, en fait, tout ça, ça se décide. On n'est pas obligé de subir le système. Il y a un système, on n'est pas obligé de le subir. Et donc, c'est ça qui nous a conduit à nous donner comme objectif numéro 1 la parité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant ça en place, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a mis en place pour y arriver, en fait, ça nous a apporté énormément de diversité. Puisque à une époque, on était 40, il y avait moitié hommes, moitié femmes, il y avait moitié de personnes blanches, moitié de personnes non blanches, et je pense qu'il y avait une majorité de gens dans la boîte qui n'étaient pas nés en France. Et il y avait une fourchette d'âge qui allait de 21 à 57, 58 ans. Et c'est parce qu'on a eu ce prisme-là que je pense qu'on est arrivé à cette diversité. Est-ce que ça nous a donné plus de performance ou pas ? J'en suis pas sûr. En fait, je suis pas très à l'aise avec le discours de la performance. Déjà, j'en suis pas du tout convaincu. Je suis pas du tout convaincu qu'une équipe plus mixte, plus paritaire et plus performante. Mais vraiment pas. Je pense qu'on peut faire des trucs super ou des trucs nuls avec que des mecs ou avec que des femmes ou avec que des blancs ou avec que des noirs. Enfin, je pense que c'est pas un enjeu. En tout cas, c'est pas ça. C'était pas ça notre moteur. Notre moteur, c'était vraiment un moteur de justice. On voulait faire un truc qu'on estimait juste et droit et on voulait prouver que ça marche, et ça a marché. Ce que ça a donné, c'est un collectif ultra résilient. C'est-à-dire que les startups, c'est des hauts, des très hauts, des très bas, des très hauts et des très bas. Et on a vraiment tenu le choc dans tous les bumpy roads qu'on a pu croiser. Et des gens qui avaient du plaisir à se retrouver tous les jours pour travailler. Donc ça, rien que ça, c'est déjà un bon succès. Je vais pousser un peu, parce qu'on avait parlé d'une chose, l'intégration de la première femme dans ton équipe aussi, qui a justement fait bouger les choses. Ça te parle du coup ? Ah oui, ça je peux raconter. Au début, on était 3 associés, 3 gars. On a recruté un premier ingénieur, un deuxième ingénieur. Donc on était 5 barbus là autour de la table. Et là, je me dis, bon, non, on a décidé d'être on va faire un truc. Du coup, on teste notre première démarche de discrimination intentionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit, notre prochain recrutement, ce sera une femme ou rien. Compliqué, on y arrive, on recrute Inès, data scientist spécialisée dans le NLP, super. Et au bout de 15 jours, moi je rencontrais les gens, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et là, elle me dit qu'elle veut partir. Dommage, pourquoi tu veux partir ? Et là, elle fond en larmes. Et je découvre que, en fait, elle vit un enfer dans une boîte de 5 personnes dans lequel un des associés pratique du harcèlement moral à haute intensité auprès de la mini-équipe qui est là, sous mes yeux, et que j'ai rien vu. Je pense que si j'avais gardé que des mecs, ils auraient continué de serrer les dents en pensant que c'était comme ça et qu'ils allaient y arriver. Et j'aurais toujours rien su. C'est clairement parce que j'ai recruté quelqu'un qui a été en capacité de faire étalage de sa vulnérabilité, ça m'a permis de savoir que ça se passait. Au final, on a viré l'associé, etc. Et ça a été assez fondateur dans la boîte. Mais en fait, le premier apprentissage, c'est qu'en recrutant une femme, j'avais juste augmenté le quotient émotionnel de l'équipe et la capacité de l'équipe à déterminer si ça allait bien ou mal. Donc ça, c'était déjà une première expérience réussie. Merci. Oui, je posais la question parce que indépendamment, tu disais qu'on ne sait pas si la mixité au moment de la performance, il y a des études qui sont faites dessus. Par contre, il y a une chose, c'est que il y a des choses qui ont montré que d'inclure les femmes et de pas s'adapter, mais de mettre en place d'autres règles, en fait, favorise tout le monde. Donc, indépendamment de la performance, il y a une question d'ambiance. Ça, je pourrais raconter, mais on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, je suis désolée. Joachim, donc sous l'impulsion de la loi Rixin, il y a une obligation de faire évoluer des femmes au poste de direction. Comment ça se passe au sein d'EDF, déjà ? C'est quoi les freins auxquels vous avez été confrontés et comment ça fait bouger les lignes, du coup, dans l'organisation ? Bon, on va pas se mentir, hein, la loi Rixin, c'est différemment vécu, en fait, dans les entreprises. Mais autant chez les hommes que chez les femmes, il n'y a pas consensus. Hein. J'ai eu la chance, moi, d'interroger pas mal de dirigeants, de cadres, de personnes qui étaient sur des trajectoires ascendantes aussi, parce qu'on était en train de réfléchir à la remise en question, justement, de nos dispositifs, hein, notamment de détection des futurs dirigeants. J'ai des femmes, moi, qui m'ont dit... mais pour moi, c'est une revanche, c'est formidable, c'est bien, en fait, hein, c'est justice. Et puis d'autres qui m'ont dit, mais ça met en péril ma légitimité, ça s'entend. Et puis chez les hommes, il y a la même chose. Il y a les hommes qui vous disent, c'est un scandale, et on prend nos places. Et puis d'autres qui vous disent, oui, c'est très bien, c'est justice. Bon, voilà.
Donc, quand on a dit ça, en fait, le premier frein finalement qu'on a en général à lever autour de ça, c'est l'objectivation. C'est l'objectif. Atteindre un objectif. Et chez nous, c'est un challenge énorme. Parce que atteindre 40% de dirigeantes, quand au départ, on part très bas, et je vous donnerai les chiffres après, c'est un challenge. Et c'est vraiment le premier frein à lever, c'est de dire, je me fixe des objectifs. Et moi, là-dessus, je suis un peu je suis pas un RH au départ, je suis un commercial. Et donc, quand on n'a pas d'objectif, il n'y a pas de performance. Enfin, c'est ma vision des choses. Et donc, très vite, en fait, on s'était fixé des ambitions. Mais on n'avait pas encore d'objectif. Donc, il y a quelques années, on s'est fixé une ambition. La loi Rixain n'avait pas encore émergé. On avait déjà une ambition de mixité très forte. Mais parce qu'on est une entreprise, historiquement, de service public, avec une forte empreinte, en fait, de volonté d'égalité. Et ça fait partie de notre ADN. Mais on n'avait pas cette ambition. On s'est défini une ambition, et une ambition beaucoup plus large, en fait, que celle d'atteindre des objectifs pour les dirigeantes. Donc aujourd'hui, on a un objectif de 40% d'atteinte pour les dirigeantes à 2030, mais on a le même objectif entre 36 et 40% pour toutes les femmes. Parce que, en fait, on ne crée pas des générations spontanées de dirigeantes, en fait. On va en reparler après. Le problème, c'est aussi le volume. Alors, dans un premier temps, fixer des objectifs, c'est la première étape. Et notamment que le COMEX soit embarqué dans cette fixation d'objectifs. Donc nous, aujourd'hui, on a fixé les objectifs à nos dirigeants sur leurs différents périmètres. C'est dans leur bonus, c'est un premier pas. Le COMEX aussi est sponsor de tout ça. Et on est passé quand même, et il faut être très humble, il y a encore du chemin, très long, on est passé de 20% de dirigeantes en 2020 à bientôt 27%, là, à la fin de l'année 2024. Le COMEX, il n'est pas encore complètement exemplaire, mais il avance. Il est à un peu plus de 28%. Donc, on a 4 femmes membres du COMEX chez EDF. Donc, ça avance aussi. Là où on a un autre frein, chez nous, avant d'avoir des freins de mentalité, c'est des purs volumes, en fait. Le problème, c'est qu'on nous demande d'atteindre 40% quand on n'a que 30% de femmes cadres. On est un métier hyper technique. Et tu parlais de système. En fait, nous, on est le fruit du système. On est le fruit du système éducatif français, où finalement, très vite, il n'y a plus de femmes, en fait, dans les filières scientifiques et techniques. Alors, ça, c'est un des défis qu'on a à relever, qui est un défi exogène. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va chercher les femmes où elles sont. Mais pas simplement parce qu'on veut aussi des femmes. On veut plus de diversité parce que ça vous a pas échappé dans la presse. Les défis que EDF a à relever demain, c'est des défis de compétences. Il nous faut énormément de personnes pour relever nos défis de construction, de PR, de capacité renouvelable, etc. Donc, ce frein du volume, il faut le lever. Donc, on a des ambassadeurs qui vont dans les primaires, les écoles primaires, les collèges, les lycées, les écoles, les universités, pour susciter l'envie, dédramatiser les métiers techniques, dire aux femmes, c'est aussi pour vous, en fait. C'est à votre portée, il n'y a pas de sujet. Et ça, c'est un vrai sujet. Je pense que si vous avez des enfants, vous le voyez très très vite. Moi, je le vois, j'ai à le traiter régulièrement. On a 4 filles à la maison. Récemment, j'en ai encore une qui est dans une filière technique en STI 2D et qui nous disait je vais peut-être arrêter parce que en fait, je suis pas bonne en physique, quoi. Parce que le système lui a bourré la chic en lui disant qu'elle était pas bonne, en fait. Et parce qu'il y a des petits mecs à côté qui lui disent mais en fait, t'es pas bonne, en fait. Nous, on est meilleurs. Donc tout ça, c'est un système aussi. Donc il faut lutter contre ça. Ensuite, on a d'autres freins qui sont plutôt des freins liés. Quand on est dans un monde technique où il y a beaucoup d'hommes, la difficulté pour les femmes, c'est de se projeter et d'avoir envie, en fait, de prendre une place quand on est minoritaire dans un système qui est très masculin. Donc on travaille là-dessus. Alors évidemment, je sais que c'est un sujet qui est polémique pour toi d'une certaine façon, parce que tu te dis on s'occupe, en tout cas on demande qu'aux femmes de se former et de se coacher. C'est la question d'après. Voilà, mais on y viendra. Pour l'instant. On y viendra. Mais effectivement, il faut surtout pas lâcher la proie pour l'ombre là-dessus. C'est-à-dire que c'est fondamental d'accompagner les femmes. On le fait beaucoup parce que ça marche. C'est-à-dire que donner envie à des femmes de devenir dirigeantes dans ces milieux masculins, ça fonctionne. On a des tas d'expériences et c'est comme ça qu'on atteint aussi nos objectifs, parce qu'on fait tomber des barrières. Après, l'autre frein, effectivement, qui est un frein aussi mental pour beaucoup d'hommes, et moi je suis pas trop manichéen là-dedans. Je pense que effectivement les hommes ils sont aussi le fruit d'un système et très souvent ils se rendent pas compte, quoi. Alors après, je passe les gros lourds qui ont toujours pas compris qu'il fallait évoluer, mais il y a beaucoup d'hommes en fait et de collectifs managériaux qui n'ont pas conscience en fait de leurs pratiques non inclusives.
Il faut tout simplement les aider. Il faut aller vers eux, il faut leur expliquer comment ça marche, il faut travailler sur les biais cognitifs. Donc tout ça, c'est des tas d'actions qu'on met en place. Chez EDF, on en a beaucoup. On a aussi d'autres actions sur lesquelles je reviendrai après. Juste un point rapidement. Du coup, tout ce que vous avez mis en place, qu'est-ce que ça a déjà fait bouger dans l'organisation sur les prises de décision notamment ? Alors, en termes de prise de décision, moi, j'ai pas de chiffres là-dessus. Oui, plus culturel en fait. Et je pense que culturellement, c'est pas forcément, je dirais, l'arrivée de plus de femmes. C'est plutôt, mais ça, on y reviendra tout à l'heure. C'est plutôt la façon dont on a envisagé de développer le leadership en fait chez nous. C'est la façon dont on visualise. Je vais dans ton sens. Moi aussi, je suis d'accord. En tout cas, mes convictions profondes me disent que plus il y a d'ouverture et de diversité, et plus on n'est pas entre soi, et plus on est challengeant. Mais après, je suis pas certain que ça génère plus de performance, parce que j'ai vu aussi des endroits où l'entre-soi générait beaucoup de performance et où la diversité en générait aussi. Donc, je sais qu'il y a des chiffres, des études là-dessus qui le démontrent, donc c'est très bien. En tout cas, ça va dans le sens de ce que je crois. Moi, je suis persuadé qu'on évite et on minimise les risques, et surtout dans une entreprise comme la nôtre, qui est très très focalisée sur les risques, on minimise les risques quand on n'est pas entre soi, et qu'on se challenge, et qu'on discute entre nous, et qu'on a des opinions divergentes. C'est ça le sujet. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a quand même un consensus, plus ou moins, pour dire que la mixité a des bénéfices. Pas forcément de performance. De toute façon, la performance est de plus en plus galvaudée. On y revient en plus avec l'évolution aujourd'hui dans les challenges qui sont à venir. Par contre, en termes de mixité, ça apporte un leadership différent. L'innovation, vous l'avez pas dit, mais j'imagine, moins de risques, une autre ambiance, une autre façon de travailler. Donc, théoriquement, c'est positif. Maintenant, malgré tout ça, là, on commence à entendre parler de plus en plus de ce qu'on appelle la gender fatigue. Donc, la gender fatigue, c'est en gros majoritairement des hommes qui se sentent discriminés par tout ce qui est mis en place, justement, pour qu'il y ait plus de mixité et d'égalité femmes-hommes, du coup, quoi qu'il arrive. Juste par rapport sur un chiffre là-dessus, sur le dernier rapport AFMD, il y a 1 homme sur 4 qui se sentirait discriminé. Donc, c'est plutôt beaucoup. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est que face à ce phénomène, il y a aussi, et c'est ce que tu soulignais tout à l'heure en me taquinant, il y a de plus en plus de femmes, moi, que j'entends, qui commencent à être un peu fatiguées d'être proposées en coaching, tout le temps du coaching de femmes, et qui aimeraient justement que la mixité soit portée par tout le monde. Il n'y a pas d'études sur le sujet, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus. Donc voilà, donc j'aimerais savoir un peu comment est-ce qu'on fait face à ces deux phénomènes, entre guillemets. Du coup, je vais redonner la parole à Sébastien pour l'instant, parce que dans le Men at Work, je dis Women at Work, du coup je suis partie. Au sein de Men at Work, vous étudiez justement le phénomène de gender fatigue. Et donc, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu m'en dises un peu plus sur ce phénomène pour qu'on le comprenne mieux et qu'on puisse ensuite en débattre. Alors, nous, chez Men at Work, on développe des méthodes et des formations pour mobiliser spécifiquement les hommes sur les sujets d'égalité en entreprise et de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Entre autres outils, on a un baromètre. En fait, c'est un outil qui permet de mesurer la température d'un collectif. On pose des questions un peu différentes aux hommes, aux femmes, etc. Et c'est vrai que le phénomène de gender fatigue, on l'a vu émerger dans les réponses de nos panels. En gros, quand on a commencé à parler beaucoup de masculinisme de l'autre côté de l'Atlantique, vraiment, ça a commencé à s'exprimer. Déjà, il faut faire attention parce que c'est un arbre qui cache la forêt. Parce que en même temps, il y a aussi beaucoup d'hommes qui s'expriment en faveur de démarches d'inclusivité. Il y a beaucoup d'hommes qui expriment la fierté qu'ils ont d'appartenir à des boîtes, qui s'engagent activement en faveur de l'égalité. D'un point de vue en nombre, ce qu'on voit nous dans notre panel, on doit avoir à peu près maintenant 10 000 personnes qui ont répondu à notre panel. C'est pareil en fait. Il y a juste qui font plus de bruit que les autres. Et ça, c'est notre stratégie chez Men at Work, c'est d'aller former des hommes alliés. Les hommes alliés, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup trop souvent silencieux et de par leur silence complices, finalement, d'un état de fait, d'un système, voire de choses plus graves. Nous, notre enjeu, c'est on va leur expliquer entre hommes ce que c'est que leur responsabilité dans cet état de fait, le fait qu'ils y jouent un rôle, on leur parle pas de culpabilité, c'est pas l'enjeu, mais de dire vous êtes dans un système qui favorise les hommes et en fait vous jouez un rôle dans ce système, vous y participez. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? La plupart nous disent qu'ils sont pas OK avec ça, qu'ils sont prêts à agir, à changer, etc. Et nous, on leur donne ce qu'aiment les hommes, on leur donne des trucs à faire. Des objectifs, des plans d'action, etc. C'est vraiment la base. Nous, et j'en reviens à notre stratégie, ces hommes, on n'est pas en train de leur changer leur mentalité, on les outille pour qu'ils l'ouvrent, pour qu'on les entende
et qu'on entende moins les genders fatigués. Et tout notre enjeu, c'est de faire en sorte que dans les entre-soi masculins, où aujourd'hui se produit énormément de misogynie, on arrive à envoyer comme ça des traîtres à leur genre qui vont venir rééquilibrer le discours et essayer de produire autre chose. Ok, donc ce que je dis, c'est que c'est pas tant un phénomène qui prend l'ampleur mais c'est surtout que c'est un phénomène qu'on entend de plus en plus. N'empêche que quand on l'entend de plus en plus, il peut créer des problèmes au sein des organisations, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez entendu sur les premiers freins. Du coup, qu'est-ce qui est mis en place face à ce phénomène ? Et puis la deuxième question qui s'étend, c'est qu'est-ce qu'on met en place pour que la charge mentale de la mixité soit portée par les hommes et les femmes ? Moi, je dirais que le plus grand danger, je suis d'accord avec toi, c'est ce qu'on ne dit pas. Et effectivement, je pense que la société a évolué dans un sens qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne s'expriment pas. Ou ils s'expriment entre eux, ou ils pensent très fort, mais ils disent rien. Et ça, c'est le plus grand danger, parce que finalement, c'est comme ça que derrière, ils vont aller s'exprimer sur les réseaux sociaux, masqués, etc. Et c'est pas forcément ça, voire même devenir un peu paranoïaque. Donc, en tout cas, nous, on fait très attention à ça. On n'a pas d'expression directe. Enfin, il y a pas, on n'a pas une enquête ou quelque chose qui nous dit ça. Mais on n'a pas de réaction épidermique. Mais on sent entre nous, quand on parle de ces sujets-là, quand on prend des décisions sur la mise en place de politiques autour de la diversité, de la mixité, etc. Hommes comme femmes, d'ailleurs, on a, en tant que dirigeants responsables, la volonté de faire en sorte qu'on ne monte pas les femmes contre les hommes, ni les hommes contre les femmes. Et ça, pour nous, c'est une question, dans une grande entreprise comme la nôtre, c'est une question d'équilibre. C'est vraiment fondamental. Donc, je dirais pas qu'on a trouvé une solution miracle, mais ce qu'on essaie de faire déjà, c'est raisonner à la base sur les compétences. Donc, on n'a pas raisonné avec un système de discrimination positive. Ok, il y a des objectifs, on les vit pas comme des quotas, on se dit c'est des objectifs, faut qu'on fasse le maximum pour les atteindre, mais on nommera pas une femme parce que c'est une femme. Bien sûr, on va exiger d'avoir des femmes sur les tables de succession, on va exiger d'avoir du choix, de la mixité de choix. Mais en revanche, les personnes qui accéderont aux responsabilités, elles accéderont parce qu'elles ont les compétences. Et donc ça, c'est un fondamental, en tout cas dans notre système. Pour faire parler ce qu'on a trouvé d'intéressant, vous savez, on a une grande tradition du dialogue chez nous. On avait lancé à une époque quelque chose qui s'appelait Parlons Énergie, donc d'une dynamique sur les territoires qui permettait à la fois de parler énergie, nous, à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur, avec des parties prenantes, des citoyens qui se sont massivement exprimés sur ce qu'ils voulaient en termes d'énergie demain. Eh bien, on s'est dit, on va faire la même chose en interne. On va appeler ça Parlons Mixité. Et donc, on va aller, mais pas simplement dans les bureaux du siège social ou dans les fonctions support, on va aller en fait au plus près du terrain. Donc aujourd'hui, il y a des animateurs qui vont en fait, par exemple, dans une centrale nucléaire et qui vont parler mixité. Avec des gens en bleu de travail qui vont parler mixité dans leur quotidien. Exprimer à la fois finalement ce qui va pas, ce qu'ils aimeraient voir ou pas. Ça permet quand même, alors évidemment il n'y a pas de miracle, il y a toujours un peu de timidité, il y a toujours un peu de retenue, mais au moins on en parle. Donc ça c'est intéressant. Je dirais que le premier sujet c'est de pouvoir en parler. Merci. Aude, j'aurais aimé connaître votre regard déjà sur ce phénomène au vu de ce qui a été dit par Sébastien et Joachim. Et puis, vous avez évolué dans un univers très masculin, enfin plutôt masculin. Et je veux savoir comment s'était passée votre ascension et vos entrées dans les comités de direction. Alors déjà, je trouve vraiment super intéressant ce que disaient Sébastien et Joachim. Effectivement, la gender fatigue, c'est un phénomène qui est minoritaire, heureusement, mais qui a, comme souvent les prises de parole extrémistes, en fait, une caisse de résonance extrêmement importante. Et du coup, je trouve que ce que fait Men at Work en essayant de créer des alliés, et moi je suis persuadée que le changement ne se fera que en embarquant des hommes dans la cause, entre guillemets. Mais c'est véritablement indispensable, mais en donnant des outils pour favoriser cette prise de parole, parce que le risque que je vois à la gender fatigue, si ça prenait plus d'ampleur, c'était qu'il y a un certain nombre de femmes qui commençaient à croire que les choses bougent, jettent l'éponge, et donc on revienne presque dans un truc... encore pire qu'avant, d'une certaine manière. Et après, de toute façon, quand il y a des situations qui sont un peu extrêmes ou bloquées, comme ça a pu être le cas pendant longtemps, c'est aussi un peu normal que ça secoue quand ça commence à bouger. Donc on peut le voir aussi comme un signe positif du fait qu'il se passe quelque chose.
Et pour rejoindre ce que disait Joachim, moi je suis persuadée que le changement aussi, ça passe énormément par l'explication, l'éducation. Non seulement comme vous le faites, je trouve ça assez impressionnant tout ce que vous faites chez EDF, mais aussi à l'école. Je pense que ça démarre dès le plus jeune âge ou dans d'autres structures qui peuvent favoriser ce dialogue. Après, pour répondre à votre question, Nelly, moi je pense que quand j'ai démarré ma carrière, j'étais hyper naïve, mais vraiment... C'est des trucs qui me passaient complètement au-dessus du cigare, au-dessus de la tête. Et j'étais naïvement persuadée que si on faisait bien son boulot, qu'on était consciencieux, qu'on était motivé, qui qu'on soit, ça allait bien se passer. Bon. Et je percevais pas du tout le fait qu'il y avait un biais vis-à-vis des femmes ou l'existence du système que vous évoquiez tout à l'heure. Et dans ma première entreprise, Unilever, j'ai été promue assez vite après mon embauche, chef de produit senior sur Skip, qui est une énorme marque de lessive, qui faisait 150 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'époque. J'étais nommée par le directeur marketing, qui était un homme. Et alors, j'étais à la fois surprise, un peu stressée, mais surtout surprise en me disant, dis donc, ça arrive quand même vite. Je m'attendais pas à ça. Et en fait, la grosse surprise que j'ai eue dans les semaines qui ont suivi ma nomination, c'est des gens non seulement qui venaient me féliciter, mais qui me disaient, non, mais tu te rends compte, t'es la première fille à avoir la responsabilité de Skip. Et donc là, j'ai pris conscience. Ça m'a mis un peu la pression. Et deux, je me suis dit, c'est dingue, c'est comme une espèce de précédent. Il y avait avant Aude, il n'y avait pas eu de nana sur cette marque, et maintenant, Skip, c'est une marque mixte. Donc ça, pour moi, ça a été quand même une première prise de conscience importante. Et après, dans les comités de direction dans lesquels j'ai pu être, que ce soit chez Google ou chez Fox, à chaque fois, j'ai eu... Alors peut-être que j'ai eu de la chance ou un hasard, mais j'ai toujours été nommée par des hommes. Et les boss que j'avais étaient des hommes. Donc je pense pour qui, c'est exactement ce que vous décriviez tout à l'heure, ce qui comptait, c'était les compétences, que je sois une nana. En fait, ça rentrait pas en ligne de compte. J'étais juste la bonne personne à ce moment-là pour le job. Mais en revanche, j'ai pris conscience du côté un petit peu différent ou surprenant de ma trajectoire, justement en rentrant dans des boards où souvent on était peut-être 2 femmes sur 8, sur 10, ou pareil, on me disait dis donc, il n'y a jamais eu autant de femmes au COMEX. Donc c'est même truc de l'espèce de rumeur. Et après, j'en parlais tout à l'heure, moi j'ai vraiment pris conscience aussi de cette différence, encore plus je crois, quand on a cofondé Teddy Bear avec mon associé. On a été amené plusieurs fois à faire des levées de fonds. Et là, grand moment de solitude, car très souvent, j'étais la seule femme autour de la table, sauf avec Marion, avec qui on a eu l'occasion de travailler, mais et où sinon, l'autre femme, c'était l'assistante du fond qui nous ouvrait la porte, qui venait nous apporter les cafés. Et puis, quand on parlait chiffres, on se tournait vers mon associé, Julien, alors que les chiffres, c'était plutôt mon truc. Et quand on parlait com ou RH... je me disais, Aude, qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, moi, j'en ai pas vraiment souffert. Il y a des moments où j'ai pu trouver ça assez dur. Mais mais peut-être aussi que ma naïveté m'a un peu sauvée. C'est que j'ai navigué dans le truc sans trop m'en rendre compte, in fine. Merci. Et juste pour compléter, quand vous étiez à ces postes de direction, par rapport au fait de créer de la mixité au sein des équipes ou d'avoir une sensation de charge de porter cette mixité, comment ça s'est passé pour vous? Moi, en fait, d'une certaine manière, je l'ai jamais eu. Moi, je recrutais des gens dans mes équipes parce qu'ils étaient bons, parce qu'ils avaient le bon profil, parce qu'ils avaient les bonnes compétences. Et je me suis jamais dit, il me faut à tout prix un garçon ou une fille. En revanche, je pense que au fil des années, un peu à la lueur de mon expérience, j'ai remarqué quand même souvent les filles qui restaient entre elles ou les femmes qui osaient moins prendre de place. Donc j'ai essayé de coacher et les hommes et les femmes de mes équipes, que ça ne soit pas un sujet en fait. Merci. Maintenant qu'on a dit tout ça, maintenant qu'on sait que la gender fatigue, c'est un minimum, que la mixité, c'est plutôt positif, comment est-ce qu'on opère ce changement vers la mixité pour qu'elle soit à la fois portée par plus les hommes et les femmes, finalement? Je vais vous reposer la question, Sébastien. Pourquoi ne se focaliser que sur les hommes? Vous l'avez un petit peu dit au début.
Et en quoi cette approche, elle est pertinente? Alors, dans ma boîte d'avant, donc Wiser, effectivement, à un moment donné, on était à parité, mais j'ai commencé à entendre des bruits comme quoi les mecs se comportaient pas de façon toujours très correcte. C'est là que j'ai fait mes premiers sondages, en fait. C'était question bête, hein, j'ai envoyé un sondage à l'équipe. Vous avez des remarques sur votre tenue, ça vous arrive jamais, ça vous arrive tous les jours. Vous avez des blagues sexy, ça vous arrive jamais, ça vous arrive tous les jours. C'est tout bête, mais ça marche. Surtout, on pose des questions aux femmes. Hein. Et donc, ce que ça a révélé, rien de super grave, mais des trucs pénibles au quotidien, effectivement des petites remarques, et surtout le sujet de la parole, qu'on connaît bien, avec des hommes qui non seulement coupent la parole, et quand ils la prennent, la parole, ils la gardent plus longtemps. Généralement pas pour dire des trucs nécessairement plus intéressants. Donc on s'est attaqué vraiment spécifiquement à ce sujet. Déjà à l'époque, on était en confinement, du coup chacun bossait de son côté. Donc j'ai trouvé une boîte allemande qui met un plugin sur Chrome et qui mesure le temps de parole par genre dans les réunions. Ça, c'est canon. Vachement bien. Et maintenant, ils savent même le faire sur les réunions hybrides. Et ils savent même vérifier si les gens qui coupent la parole, etc. C'est hyper bien. Et on a vraiment fait un sujet parole, quoi. On a dit, voilà, on en a parlé. On en a fait un sujet de conversation. Ça a vite changé. Mais surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que sur cette petite appli, on pouvait mettre des critères de genre, mais aussi des critères d'âge, de pays de naissance. Et j'avais mis un critère, une tranche d'âge. Et en fait, je me suis rendu compte que on avait des problèmes de partage de temps de parole par genre, mais un gros problème de partage du temps de parole selon que la langue maternelle était le français ou non, et selon la tranche d'âge. Les gens les plus juniors, on les entendait pas. Et que, en activant cette conversation sur la répartition de parole entre hommes et femmes, on a amélioré ce critère-là, mais tous les autres critères également. C'est-à-dire qu'on a amélioré de façon générale la qualité d'écoute et de partage de la parole en réunion, quelle que soit la nature des personnes qui s'exprimaient. Donc ça, c'était une première preuve. Deuxième preuve, on s'est vite rendu compte en recrutant qu'il y a des gens qui demandent des augmentations de salaire, et puis quand on regarde qui demande les augmentations de salaire, c'est toujours les mêmes. Et on s'est dit, c'est fatigant, comment on gère ce truc-là? En fait, on a décidé de supprimer ce rituel hyper toxique de la demande d'augmentation de salaire. Donc on a fait 2 revues de salaire par an pour pouvoir être en capacité de proposer des augmentations de salaire. Et on a fait savoir qu'il était malvenu de demander une augmentation de salaire, qu'on pouvait challenger une proposition d'augmentation de salaire, mais qui était malvenue. On y a appliqué des règles, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et on a libéré, certes, les femmes, mais on a aussi libéré les personnes introverties qui n'osent pas demander des augmentations de salaire. Donc, des exemples comme ça, j'en ai plein, qui nous ont permis de prouver qu'en se donnant comme objectif d'améliorer la qualité de vie au travail des femmes, on améliorait notablement la qualité de vie au travail de tout le monde. Et quel que soit le genre et la nature des gens qui y travaillent. Donc, c'était un bon apprentissage sur le tas. Oui, du coup, en faisant le travail sur vous-même en tant qu'homme cofondateur, en se disant que finalement, comment est-ce qu'on améliore? On a amélioré tout le monde. D'où le fait de travailler sur les hommes aujourd'hui, avec les hommes aujourd'hui. Et puis de l'exercice de notre pouvoir aussi. Très bien, merci. Aude, vous avez un petit peu parlé de Teddy Bear, notamment sur la partie levée de fonds et les investisseurs, mais du coup, comment est-ce que ça s'est passé au sein de Teddy Bear pour ramener la mixité? Parce que c'est quelque chose que vous avez choisi aussi. En fait, là aussi, je pense que ça n'a jamais été une question. Mais ça a sans doute été favorisé par le fait que mon associé était un homme, qu'il avait 15 ans de moins que moi. On n'avait absolument pas le même parcours. Lui, il avait fait que monter des boîtes. Moi, j'avais été que dans des grands groupes jusqu'au moment où je me suis lancée avec lui. Donc, de facto, je pense qu'on incarnait déjà une forme de diversité, de mixité assez différente de ce qu'on pouvait voir souvent dans les structures dans les équipes de fondateurs. Et après, nous, on avait vraiment envie que Teddy Bear, on est devenu entreprise à mission très vite. On a associé tous nos salariés, même les vendeurs en boutique, très vite au capital de la boîte. Donc, je pense que ça procédait vraiment de la même manière. On voulait, dans nos valeurs, avoir une entreprise qui soit aussi le reflet de la société dans laquelle elle opérait, le reflet de ses clients. Et donc, naturellement, on a recruté. Moi, j'avais dit dès le début, je veux qu'on ait autant d'hommes que de femmes au global. Dans les équipes qui traditionnellement sont plutôt masculines, type tech, on a fait exprès, à compétences égales, effectivement, mais de prendre des femmes pour mélanger. Dans le service client, à l'inverse, où j'avais que des nanas, et à un moment, j'ai dit à la directrice du service client, ça va pas, les prochains recrutements, il faut qu'on ait des hommes dans l'équipe.
au CODIR, moitié-moitié, à tous les postes de manager, pareil. Et en fait, ça faisait aussi partie de l'éducation, des valeurs qu'on partageait aux gens quand on les recrutait. Quand ils étaient promus managers, responsables d'une équipe, en fait, c'était des petites piqûres de rappel tout le long. Donc, mais voilà, je dirais que ça s'est fait assez naturellement. Et le dernier point aussi, on a, au-delà de cette mixité homme-femme, on voulait avoir une vraie diversité de culture, d'origine sociale, de parcours, d'études. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, c'est pas parce qu'ils sont pas bons, c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas eu de bol ou que leurs parents n'avaient pas les moyens de les pousser. Et typiquement, dans les stages de 3e année, nous, on ne prenait que des gamins de collège défavorisés, qui avaient 0 réseau, qui n'auraient pas pu trouver de stage, mais qu'on prenait spécifiquement. Et puis, c'était un bon moyen aussi de rappeler à l'équipe la chance qu'on avait et de les confronter à des choses un peu différentes. C'est pas la première fois que j'entends l'exercice de prendre des stagiaires de 3e pour la diversité, et c'est vrai que c'est top. Eh ben merci. Eh ben Joachim, on va finir avec vous. Vous avez dit tout à l'heure que vous venez du monde commercial en plus, ce que je ne savais pas en préparant, mais donc, du monde commercial. Et en plus, le monde commercial, c'est quand même après la tech, c'est quand même là où il y a pas mal de biais sexistes. C'est pas le plus ouvert à la mixité. Moi, ce que je voulais savoir, c'est comment vous êtes orienté. Alors, sur cette thématique spécifiquement des RH, parce que c'est pas juste RH, c'est une thématique de mixité, et notamment au sein des instances de direction. Qu'est-ce que vous voyez de positif là-dedans, puisque vous êtes orienté là-dedans? Et selon vous, c'est quoi le leadership d'une entreprise en réelle mixité? Voilà, grosse question. Alors, la première question, elle est plutôt à titre personnel, c'est ça? Plutôt à titre personnel, finalement, Okay. Qu'est-ce qui vous a apporté là-dessus? Parce que j'imagine qu'il y a un engagement sincère. Donc, alors, complètement. Alors, déjà, je ne suis pas le seul à travailler sur ce sujet. Effectivement, j'imagine. Dans le groupe, on est très nombreux et moi, je porte une petite partie de l'impulsion autour de ce sujet de mixité et de diversité. Hein. Mais moi, c'est simple. Enfin, globalement, j'ai migré vers les RH pour des raisons... déjà, j'avais envie de changer globalement d'univers, puisque j'ai passé une très grosse partie de ma carrière dans le commercial et le marketing. Mais j'ai eu un fil rouge toujours sur le management, et donc l'humain. Et je me suis beaucoup occupé des gens, en fait. Et donc ça, j'ai voulu continuer à le faire, mais à un niveau où j'avais des leviers différents pour définir des politiques aussi qui seraient différentes et qui orienteraient aussi le choix des managers et des dirigeants à terme. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce poste. La conviction que j'ai aussi autour de la mixité et de la diversité tout court, elle est liée à mon histoire personnelle. Enfin, j'ai des enfants qui sont d'origine diverses, qui ont des couleurs diverses aussi. J'ai 4 filles effectivement à la maison et je peux pas me résoudre au fait qu'elles puissent ne pas avoir les mêmes chances que les autres, ne serait-ce que mentalement en termes de projection. Donc ça, déjà, c'est un engagement personnel. Ensuite, au sein du groupe, je me suis engagé assez logiquement dans le réseau Énergie Mixité, qui est un très gros réseau, qui a été fondé par des dirigeants de chez nous, qui est très actif. Et puis, la conviction que j'ai, mais qui est la conviction finalement du groupe EDF, c'est que pour nous, l'entre-soi, c'est plus une option. C'est-à-dire que, vous l'avez vu, on a des défis colossaux à relever, donc à tous les niveaux, du technique au commercial, et on a besoin pour ce faire, et on a défini dans notre projet d'entreprise, un état d'esprit assez simple, en fait, qui résume bien tout ça, qui est de dire finalement qu'on veut être une seule équipe qui se réinvente pour être au rendez-vous de la performance. C'est simple, mais ça dit très clairement ce qu'on veut faire. Et en fait, pour faire ça, il y a maintenant quelques années, on a lancé un référentiel de leadership commun, parce qu'en fait, il faut quelque chose de commun pour définir ce qu'on attend des futurs dirigeants ou des dirigeants tout court, et des managers aussi. Ce référentiel, quand on l'a fait évoluer, je dirais que l'intention immédiate n'était pas de le dégenrer, mais en fait, tout doucement, en raisonnant compétences et en raisonnant soft skills, on est venu à le dégenrer. C'est-à-dire qu'en fait, l'image qu'on avait très puissante du leader ou du manager, qui était très masculine finalement, on l'a complètement, on lui a enlevé tous ses oripeaux, pour essayer de faire quelque chose de beaucoup plus simple. Pour vous résumer, en fait, notre référentiel, on a 3 gros attributs qui sont l'ouverture, l'engagement et l'authenticité. Et notamment, à chacun de ces étages, on a injecté des notions liées à la diversité. Et par exemple, l'ouverture, c'est tout bête, mais ça commence par être ouvert sur les idées des autres. C'est ce qu'on demande en fait à nos leaders, d'être ouverts. Donc ouvert sur l'extérieur, ouvert sur la diversité,
ouvert sur la façon dont pensent les autres dans leurs équipes et aussi autour d'eux. On a aussi quelque chose de très fort autour de l'authenticité. L'authenticité, chez nous, ça veut dire fendre l'armure. Et ça, c'est pas ce que faisaient forcément un certain nombre de leaders avant, et notamment les hommes. Très dur de fendre l'armure. Ben là, on leur demande de fendre l'armure. On leur demande d'être eux, en fait. De ne pas porter de masque, d'être crédible, en fait, de donner confiance, et puis aussi d'investir dans l'humain. Donc, finalement, de s'intéresser très clairement au développement des individus qu'ils ont avec eux, d'être ressources, d'être au cœur de leurs équipes. Donc tout ça, ça favorise aussi l'émergence d'une diversité, ça modifie des codes en fait, des rapports finalement à la différence. Voilà, donc ça c'est très important, on y travaille avec certains dans la salle, dans un groupe à part, sur une initiative menée par Florence Dupré notamment. C'est ça, qui était là la dernière fois. Voilà, exactement, et très clairement, avoir un référentiel de leadership fort qu'on déploie massivement dans l'entreprise, c'est une clé aussi pour passer de nouvelles valeurs, changer de dimension sur un certain nombre de comportements. Eh bien, merci beaucoup. Ce que je vais vous proposer, c'est si vous avez des questions. Moi, je vous rejoins beaucoup sur toute la notion d'évolution de ce que c'est qu'un leader, et notamment sur la capacité d'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de leaders dans les entreprises qui sont des gens qui pensent qu'ils savent, et qu'ils sont légitimes en tant que leaders parce qu'ils savent. Et qu'en fait, le fait qu'on fasse évoluer justement ce positionnement-là, assez naturellement, je pense que, enfin en tout cas, moi, mon expérience, c'est que les femmes, elles ont peut-être plus une capacité d'écouter les autres et d'écouter les idées. Alors, je ne suis pas de généralité, il y en a qui ne le sont pas. Mais en tout cas, je pense que c'est ça un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, parce qu'on peut mettre en place toutes les politiques de mixité qu'on veut, tant qu'on aura des gens à la tête des entreprises qui partiront du principe que, en fait, c'est que du haut vers le bas et que la boîte ne se construit pas justement en écoutant les autres à notre niveau, mais aussi au niveau inférieur, on n'avancera pas en fait. Et moi, je rajouterais une qualité, entre guillemets, c'est l'humilité en fait. Moi, je travaille dans l'industrie et nous, on bosse beaucoup sur des notions de remontée d'idées et d'écoute de la base. Et aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des managers ou des leaders qui sont humbles, parce que la notion d'humilité, c'est la capacité justement à se mettre au niveau des autres et à les écouter. Complètement. Mais je partage entièrement. Et d'ailleurs, c'est un des éléments, un des comportements observables de ce qu'on demande, nous, dans l'authenticité. C'est-à-dire cette capacité à être humble, à recevoir du feedback, aller le susciter et se remettre en question. C'est encore une question pour Joachim. J'aimerais que vous explicitiez votre définition de la discrimination positive, parce que je pense qu'on n'a pas la même. Ah, alors, c'est pas un jugement pour le coup de ma part, mais ce que moi j'entends souvent, quand on peut échanger, autant avec des femmes qu'avec des hommes, c'est que la crainte, c'est qu'on puisse, justement, pour atteindre des objectifs, notamment de la loi Rixin, passer en force et décréter un moment qu'on va nommer des femmes dirigeantes parce que ce sont des femmes, et point. Et donc ça, c'est une énorme crainte pour les femmes, c'est une énorme crainte pour les hommes. Donc c'est ça pour moi que j'entends discrimination positive. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller stimuler, et c'est ce qu'on fait, nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 38% de femmes dans nos viviers de futurs leaders, parce que justement, on est allé chercher aussi les femmes. Et on est allé stimuler ça. Donc, c'est pas de la discrimination positive, c'est de l'encouragement. C'est essayer de redresser, en fait, la barre. Mais pour moi, effectivement, la discrimination positive, c'est justement de faire de la discrimination. Donc, pas basé sur la notion de compétence. Je comprends la crainte et moi je l'entends aussi très souvent, mais je pense qu'il y a une fondamentale méconnaissance de ce que ça veut dire la discrimination positive, de ce que ça veut dire dans la loi française. Ça veut pas dire on prend une femme parce que c'est une femme et tant pis si elle sait pas faire le job. Ça veut dire à compétence égale, on va choisir de discriminer et de prendre une femme. Et c'est un cas de discrimination qui est autorisé dans la loi qu'on a au niveau français, au niveau européen. Et ce mot, alors faut peut-être dire action positive, faut peut-être dire autre chose, mais très souvent, il y a une erreur en fait, et vous n'avez pas donné de définition, vous n'avez pas répondu à ma question. Et je suis d'accord sur la crainte, mais je ne suis pas d'accord sur la définition. Et alors, peut-être qu'il faut arrêter d'essayer de faire comprendre aux gens que discrimination positive, ça veut pas dire ce qu'on entend, ça veut pas dire cette crainte, parce qu'on n'arrivera jamais à changer l'image que les gens mettent derrière ce terme, donc peut-être faut laisser tomber, mais je pense qu'entre professionnels du sujet, il faut être rigoureux et appeler discrimination positive ce que c'est. Et la discrimination positive, ce n'est pas favoriser des femmes ou d'autres personnes ayant un facteur de discrimination reconnu dans la loi à ce titre, à compétence inférieure.
Ok, merci beaucoup. Je vais juste rebondir parce que il y a deux sujets en fait. Il y a la définition de la loi de la discrimination positive et merci du coup Marine de la remettre. J'imagine que vous la connaissez, Joachim. Oui, et je ne peux pas aller à l'encontre de cette définition effectivement juridique. Très bien. Après, il y a un deuxième sujet qui est lié à l'image qu'on en a et qui est lié à la façon dont elle est perçue, qui est que même si à compétence égale on favorise quelqu'un, on favorise quelqu'un. C'est-à-dire factuellement, ça reste un fait. Et on a le droit, c'est pas un sujet, c'est-à-dire qu'il y a une dimension légale et il y a une dimension perçue culturelle en fait. Donc voilà, donc c'est ça le sujet, c'est-à-dire que légalement c'est possible. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui a été dit par Sébastien et autres quand ils ont fait les choix de recrutement. Ils sont allés chercher des personnes pour leurs compétences et avec parfois des choix de dire là j'ai besoin d'une femme, là j'ai besoin d'un homme. Ce qui est différent de dire à un niveau culturel total de l'entreprise, de dire voilà on va appliquer la discrimination positive et aller chercher des femmes envers contre tout. Donc oui. Moi, je pourrais parler de discrimination intentionnelle, c'est-à-dire de décider de mettre une femme sur un job. En fait, pourquoi on a fait ça? Pour une raison hyper pragmatique, c'est qu'on a constaté très vite que là où les hommes surperforment, c'est dans l'exercice de l'entretien d'embauche. En fait, même, ça commence même avant, sur quand ils répondent aux annonces. En fait, je me suis rendu compte assez vite que les mecs, ils lisent pas les annonces. Ils sont comme sur Tinder. Il y a des chiffres qui existent là-dessus, c'est qu'ils répondent aux annonces quand ils correspondent à 20 ou 30% de répondés, alors que les femmes doivent 80, ouais. Oui. En fait, nous, on avait mis un petit processus pour jeter. En fait, c'est un petit questionnaire. Quand les gens répondaient à nos offres d'emploi, il y avait un petit questionnaire, 4-5 questions, avec les hard trucs qui faisaient qu'on gardait pas les gens. De base, l'anglais, parce qu'on voulait des gens qui soient très forts en anglais. Donc, on leur demandait de s'auto-évaluer. Du coup, on dégageait très, très vite 80-90% des CV qui se présentaient. Essentiellement des CV de mecs. Donc c'est vrai que en première lecture, on voyait énormément de mecs qui répondaient et peu de femmes, mais avec notre premier filtre, on dégageait essentiellement des gars. Et pour moi, c'était la preuve qu'en fait, ils avaient même pas lu l'annonce. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur Welcome to the Jungle, postuler, ping, ça prend pas d'effort. C'est exactement comme sur Tinder, où en fait, ils vont demander aux femmes qui matchent de faire la sélection. Et là, c'était pareil, ils nous demandaient de faire la sélection. Et c'est une bonne stratégie. Pas, je veux dire, on peut le regretter, mais c'est pas bête comme stratégie. Et après, effectivement, dans l'exercice, dans le processus, ils sont plus assertifs, plus confiants, etc. Et c'est vrai que si on n'a pas les moyens, une petite boîte, on n'avait pas les moyens de débiaiser nos recruteurs, en fait, j'ai choisi la voie courte. J'ai dit, sur ce poste-là, ça sera une femme ou rien. Et comme ça, il n'y avait pas de compète homme contre femme sur un poste donné. Et puis, c'était légal ou pas, je m'en foutais. J'aurais adoré qu'on m'attaque sur le sujet. Oui, attendez, il y a d'autres questions. J'avais une autre question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une génération de femmes qui sont les futurs leaders, qui ont évolué dans des environnements extrêmement masculins et qui ont pris les codes du masculin pour être des leaders. Comment vous faites pour accompagner ces femmes pour finalement accepter leur part de féminité pour justement apporter cette mixité? On l'a dit tout à l'heure, en fait, il y a autant de formes de leadership qu'il y a d'individus. Alors, c'est pas pour nier qu'il y a effectivement des femmes qui ont pris ou copié des styles. Je pense que, en tout cas moi, de ce que je vois, de ce que je connais, la plupart d'entre elles sont déjà en exercice. C'est-à-dire que celles qui sont en train d'arriver, elles n'ont pas vraiment ce style-là. On appelle souvent dans la littérature les reines des abeilles, les personnes qui ont adopté les codes en fait de leurs collègues masculins. C'était quand même dans des conditions qui sont plus les mêmes qu'aujourd'hui. Il faut quand même estimer que les choses ont un peu changé aussi. Enfin, moi, quand je parle avec ma mère, c'est quand même pas la même chose qu'elle a vécu, quoi. Mais néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'il faut accompagner. Moi, je me méfie beaucoup des mécaniques quand même qui sont de dire il y a un leadership féminin, masculin. Vous avez entendu ma posture, et notre posture à nous, c'est plutôt de dire il y a un leadership. Et c'est le leadership de notre entreprise. Et donc, les femmes et les hommes doivent pouvoir correspondre à ce leadership. Néanmoins, on a des mécanismes d'accompagnement, mais plus pour aider les femmes à se projeter, notamment pour pas tomber dans la caricature. C'est-à-dire, il faudrait que je sois comme ça. Donc, adopter, tout simplement, être à un état naturel, adopter son style à soi, l'assumer, et pas inventer un style ou copier un style. Donc, on a un super dispositif qui s'appelle Émergentiel, qu'on a mis en place dans les filières, surtout techniques, parce que c'est là où il y a le plus des difficultés potentiellement. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs, mais c'est surtout là qu'on l'a mis en place. Pour compléter, du coup, sur cette réponse, moi, je le vois dans le podcast, quand j'interviewe des femmes qui sont dans la quarantaine ou dans la cinquantaine, c'est pas le même type d'interview. Parce que c'était pas la même époque et parce que, justement, je vais avoir des femmes qui, à plus de 50 ans, vont me parler des codes virils dont elles ont dû se détacher ou qu'elles ont dû adopter pour arriver là où elles en étaient aujourd'hui et plus tard ont dû se détacher. Moi, je vois beaucoup moins aujourd'hui dans les dirigeantes que j'interviewe qui ont une quarantaine d'années.
C'était même code viril pour plein de raisons. La société a changé, mais même dans leur couple, leur conjoint va les aider. En fait, elles sont beaucoup plus valorisées dans leur authenticité finalement que je pense ne l'était avant. Donc il y a quand même une évolution sociétale et culturelle qui fait que ça change. Après, je vous rejoins dans le fait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont ces codes virils-là. Moi, ce que je constate, et je ne sais pas s'il y a une étude là-dessus, c'est que tristement, quand elles ont vraiment trop maintenu ces codes virils, arrivées à la fin de carrière, en fait, elles sont gentiment écartées parce que justement, elles n'arrivent plus à manager les femmes qui ont 40 ans, qui n'ont pas vécu ce qu'elles ont vécu, donc qui peuvent s'occuper de leurs enfants, qui peuvent avoir une vie, etc. Et donc, non, mais c'est un peu triste, mais en fait, j'ai eu une interview notamment de quelqu'un qui était dirigeante en 2002 et qui est à la retraite aujourd'hui. C'était la toute première. Elle a dit, moi, j'ai existé comme si je n'avais pas d'enfant. C'est-à-dire que, elle faisait tout pour le faire garder à tous les coups, comme s'il n'existait pas. Et donc, en fait, elle a vécu d'une vie qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ça change. Après, oui, je pense qu'il y a vraiment un accompagnement à faire là-dessus, évidemment, mais c'est plus largement sur les codes virils. Après, ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Joachim, et ce qui me rassure un peu par rapport au débat, c'est que je trouve qu'il y a eu tout un temps de coaching de femmes pour adopter des codes virils, et aujourd'hui, non, mais ça a été une réalité il y a encore pas très longtemps. Aujourd'hui, on coach de plus en plus finalement hommes et femmes à être des leaders déjà qui leur ressemblent à eux et qui sont en accord avec les valeurs. Donc moi, je pense que c'est par là que ça va changer. J'ai envie de parler, c'est un peu triste. Il y a une génération de femmes un peu sacrifiées malheureusement sur le fait que si elles adoptaient pas ces codes-là, en fait, elles n'avaient pas d'autre choix, quoi. Et c'est là où ça devient très difficile quand on les voit être extrêmement dures avec des femmes plus jeunes. C'est vrai qu'il y a un vrai accompagnement qui n'est pas tendre, je trouve, dans l'entreprise, par contre, pour ces femmes-là, et qu'il y a à faire. Je ne sais pas si ça complète ta question, mais voilà. Moi, je mettrais bien un petit bémol quand même. Je pense que ça ne marche véritablement que s'il y a des rôles modèles, mais qui sont des vrais rôles modèles. Et alors, moi, j'ai 2 exemples. J'ai bossé dans un cabinet de conseil plusieurs années dans lequel on disait c'est un métier merveilleux pour les femmes parce que tu peux t'organiser vraiment comme tu veux. Et in fine, les seules femmes qui étaient promues partner ou senior partner, elles avaient des nounous en 3-8, mais vraiment. Enfin, je l'ai vécu personnellement. Donc, on faisait croire à l'extérieur, et il y avait des initiatives Women Conseil, où on devait aller dans les écoles de commerce, promouvoir la bonne parole, alors que la réalité du truc en interne était tout autre. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très destructeur. Et chez Google, de la même manière, je l'ai vécu, même si c'était une entreprise où la mixité et l'accès des femmes à des postes à très haute responsabilité était bien plus important que dans ce cabinet de conseil, mais où, parmi les femmes qui étaient les plus hauts chez Google et qu'on présentait comme des femmes inspirantes qui pouvaient nous donner envie d'y arriver, il y en avait 2, en fait, dont les maris avaient arrêté de bosser complètement pour s'occuper des enfants parce que elles étaient jamais là. Donc c'était un autre truc à l'extrême, mais on découvrait ça à la fin d'une keynote après quelques verres quand au-delà du vernis, il y avait un peu de vérité qui sort. Donc pour moi, la chose la plus importante aussi, c'est vraiment d'avoir des gens auxquels on peut s'identifier et dont on se dit, ils sont comme moi. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'authenticité, la vulnérabilité partagée, un peu fond de l'armure, pour moi, ça fait partie de ces éléments très importants. Sinon, je trouve que c'est pire que tout. Merci. Je vous repose d'en rester là. Merci. J'espère que cette table ronde vous a plu. Pensez à liker sur les réseaux et les plateformes et à nous partager les extraits qui vous ont le plus parlé. Si vous voulez nous rejoindre pour la prochaine, vous pouvez nous suivre sur les réseaux ou vous abonner à la newsletter. À bientôt!